Le 23 décembre 1944, dans le brouillard glacé des Ardennes, un King Tiger allemand de 70 tonnes avance, sûr de son invincibilité. Son commandant scrute l'horizon. Rien. Silence. Brume. À 2800 yards, invisible, un mince véhicule américain sans tourelle fermée aligne déjà son canon de 90 mm. Un seul tir, un seul impact, et le mythe du char invincible commence à brûler dans la neige. Si vous souhaitez plus de contenu de ce type, abonnez-vous dès maintenant et laissez un commentaire ci-dessous. Au même moment, décembre 1944, les Ardennes belges sont un piège naturel. Forêts denses, vallées étroites, routes sinueuses et souvent boueuses même en hiver. La Wehrmacht le sait. C'est précisément pour cette raison qu'elle a choisi ce secteur pour sa dernière grande offensive à l'ouest, l'opération Wacht am Rhein, rebaptisée plus tard Herbstnebel, puis simplement la contre-offensive des Ardennes par les Américains. Le but est clair et désespéré: percer vers Anvers, couper les lignes de ravitaillement alliées, isoler les armées britanniques et canadiennes au nord, forcer un second Dunkerque et peut-être, dans les rêves les plus fous d'Hitler, obliger les Alliés à négocier une paix séparée à l'ouest pour pouvoir se retourner contre l'armée rouge. Pour réussir, il faut de la surprise, du mauvais temps pour neutraliser l'aviation alliée et surtout une supériorité tactique immédiate sur le terrain. Or, en cet hiver 1944, la Wehrmacht mise presque tout sur ses chars lourds. Les Panther et surtout les Tiger II, les King Tiger, sont les symboles de cette illusion de puissance retrouvée. Le Tiger II pèse 69,8 tonnes. Son blindage frontal de la tourelle atteint 185 mm inclinés, l'équivalent de plus de 250 mm d'épaisseur effective contre les projectiles perforants. Son canon KWK-43L71 de 88 mm tire l'obus PZ Grun 3943 avec une vitesse initiale de 1000 mètres par seconde et peut percer 200 mm d'acier à 1000 mètres. À 2000 mètres, il reste mortel contre presque tout ce que les Alliés alignent en nombre. Les équipages allemands le savent. Depuis l'été 1944, ils ont vu les Sherman brûler comme des torches, les Churchill s'arrêter net, les Cromwell se faire démolir à plus de 1500 mètres. Les rapports internes allemands parlent d'une supériorité technique écrasante dès que le combat se déroule à plus de 800-1000 mètres. Les équipages de Tiger II développent une mentalité presque mystique. Tant qu'ils conservent la distance, ils sont intouchables. Un commandant de chars lourds écrit dans son journal de bord en novembre 1944 « À 1500 mètres, nous sommes des dieux. À 500 mètres, nous sommes encore des dieux. En deçà, nous devenons des hommes. » Cette phrase résume tout. De l'autre côté, les Américains ont appris la leçon à la dure. Depuis le débarquement de Normandie, les Sherman, même les Firefly britanniques avec leurs 17 Pounder, peinent face aux Panther et aux Tiger. Les pertes sont terribles, un ratio souvent cité de 5 à 1, voire pire dans les engagements à longue portée. Les tanks destroyers M10 et M18 Hellcat, rapides et mobiles, compensent par la vitesse et la surprise, mais leurs canons de 76 mm ou 3 pouces manquent cruellement de puissance contre le blindage frontal incliné du Panther ou la cuirasse monstrueuse du Tiger II. Les tests réalisés à Aberdeen Proving Ground dès l'été 1944 sont sans appel. Le 76 mm standard ne perce le glacis du Tiger II qu'à bout portant, et encore avec de la chance. Le 90 mm de la Pershing lourde, en revanche, change la donne. Les essais sur cible montrent qu'avec l'obus APC-BC standard, il perce 160-170 mm à 2000 yards. Avec les rares munitions HAVAP au noyau de carbure de tungstène, on monte à plus de 220 mm à la même distance. C'est suffisant. Mais la Pershing n'est pas prête en nombre. Seulement quelques dizaines arriveront en Europe avant la fin de l'année. La solution d'urgence est donc de greffer ce canon sur un châssis existant, celui du M10, lui-même dérivé du Sherman. Naît ainsi le M36 Gun Motor Carriage, surnommé Jackson par les équipages. Pas de tourelle fermée, pas de blindage épais, 38 mm maximum sur le masque du canon, pas de toit. Un véhicule vulnérable à tout, mitrailleuse lourde, éclats d'obus, même des tirs d'artillerie légers. Mais il porte le 90 mm M3, le même que sur la Pershing, avec une portée utile qui dépasse les 3 milliards dans des conditions idéales.
Les premiers M36 arrivent en unité au début de l'automne 1944, souvent sans entraînement complet. Les équipages apprennent sur le tas, en mouvement, au milieu des combats de la forêt de Hurtgen et des contre-attaques allemandes en Lorraine. Quand l'offensive allemande démarre le 16 décembre 1944, la surprise est totale. Les Allemands percent sur un front de 80 km avec seulement 4 divisions blindées américaines en face. La 6e Panzer Armee de Sepp Dietrich au nord, la 5e Panzer Armee de Montefeld au centre, la 7e Armée au sud. Les King Tiger de la Schwere Panzerabteilung 506, 501 et de la Kampfgruppe Piper roulent en tête, écrasant les barrages légers, dispersant l'infanterie, semant la panique. Les Américains reculent en désordre. Les routes sont encombrées de véhicules en feu, de réfugiés, de fantastis qui fuient à pied. Dans les QG alliés, on parle déjà de possible effondrement du front. Pourtant, au milieu de ce chaos, une poignée de bataillons de tank-destroyers reçoit des ordres simples et brutaux. Retarder, harceler, tuer les chars lourds à distance. Parmi eux, le 703 Tank Destroyer Battalion, rattaché à la 3rd Armored Division, le 814 près de Bastogne, le 772, le 801, des unités qui n'ont souvent que 8 à 12 M36 opérationnels. Leur commandant place ces véhicules sur les hauteurs, derrière des crêtes, dans des clairières masquées par les sapins, avec des lignes de vue de 2000 à 3000 yards. La doctrine du tank destroyer américain, né en 1941-42, est simple. Ne pas se battre en duel frontal, mais tendre des embuscades à longue portée. Le M36 est l'outil parfait pour cela. Les Allemands, eux, ne voient pas venir le danger. Leur renseignement est médiocre. Ils savent que les Américains ont un nouveau canon de 90 mm, mais ils le croient réservé à la Pershing, un char lourd qui n'existe presque pas encore sur le front. Dans les briefings, on parle toujours de l'incapacité alliée à percer nos blindages à plus de 1000 mètres. Les équipages de Tiger II continuent d'avancer en colonne sur les routes principales, confiants dans leur blindage et dans le fait que la météo empêche l'intervention massive de la chasse bombardier alliée. Ils ignorent que, sur les crêtes enneigées, des silhouettes basses, à peine visibles à la jumelle, les observent déjà depuis plusieurs minutes. C'est cette asymétrie cognitive qui va tuer. Les Allemands croient encore au mythe qu'ils ont eux-mêmes construit. Le char lourd invincible à longue distance. Les Américains, eux, savent depuis Hurtgen et Haraucourt que la distance est désormais leur allié. Le M36 n'est pas beau, il n'est pas impressionnant, il est laid, ouvert, fragile, mais il porte l'arme qui, pour la première fois de manière systématique, permet de transformer la croyance allemande en illusion mortelle. Le 23 décembre, près de Houghton, un King Tiger de la Kampfgruppe von Bohem avance sur la route N4. Son commandant, un Oberlieutenant expérimenté, sent une gêne diffuse. Le brouillard est épais, mais la route semble dégagée. Il ordonne d'avancer à 20 km/h, phares éteints pour ne pas trahir la position. À cet instant précis, à environ 2600 yards, un M36 du 703 Tank Destroyer Battalion, camouflé derrière un talus boisé, ajuste son pointage. Le tireur, un sergent du Texas nommé Malone, a déjà calculé la correction balistique pour la pente et le vent faible. Le commandant du véhicule murmure « On attend qu'il sorte du virage, pas avant ». Le King Tiger sort du virage. Le 90 mm crache. Une seconde et demie plus tard, le but APC-BC frappe la face avant de la tourelle juste sous le masque du canon. Pénétration nette. Le Tiger II s'arrête net, fumant. À l'intérieur, le commandant allemand réalise trop tard que la distance qu'il croyait protectrice vient de devenir son tombeau. C'est le début. Un seul tir, un seul char détruit. Mais le message est envoyé. Le King Tiger n'est plus intouchable. Le 23 décembre 1944 marque un pivot invisible dans les Ardennes. Les Allemands avancent encore, mais leur élan se heurte à une réalité inattendue. Près de Houghton, le King Tiger touché par le M36 du sergent Malone n'est pas un incident isolé. C'est le premier signe d'une faille profonde dans la doctrine allemande. Les commandants de la Wehrmacht, obsédés par la vitesse et la percée, ont sous-estimé un facteur crucial, l'adaptation américaine à leurs propres forces. Hitler avait ordonné une offensive rapide, inspirée de 1940, mais en 1944, le terrain n'est plus le même. Les routes étroites des Ardennes, idéales pour des embuscades, deviennent des pièges mortels quand l'ennemi peut frapper de loin. L'erreur fatale des Allemands réside dans leur confiance excessive en la supériorité technologique. Les Tiger II, produits en urgence dans les usines de Kassel et de Henschel, sont déployés en première ligne sans reconnaissance adéquate.
Les équipages, souvent jeunes et peu expérimentés, la Wehrmacht ayant perdu ses vétérans à l'Est, avancent en colonne compacte, persuadés que leur blindage les protège de tout sauf d'un duel rapproché. Mais le M36 inverse cela. Son canon de 90 mm avec une vitesse initiale de 810 mètres par seconde pour l'obus APCBC M82 permet une précision balistique qui dépasse les attentes allemandes. À 2500 yards, la chute de l'obus est compensée par des tables de tir précises apprises par les Américains lors des tests à Fort Knox. Les Allemands, eux, n'ont pas intégré ce paramètre dans leurs calculs tactiques. À Othon, après le premier tir, le chaos s'installe. Le King Tiger en feu bloque la route. Les suivants hésitent. Leur commandant de compagnie, un Hauptmann de la 116e Panzerdivision, ordonne une recherche d'ennemis à portée visuelle. Il scanne les environs avec ses jumelles Zeiss, cherchant des Sherman ou des M10 à moins de 1500 mètres. Rien. Puis un second obus frappe, cette fois un Panther en soutien. L'impact sur le glacis incliné à 55 degrés ne perce pas complètement, mais endommage le train de roulement. Le char s'immobilise, vulnérable. Les fantassins allemands descendent, cherchant une couverture dans les fossés gelés. C'est là que l'erreur se cristallise. Au lieu de disperser et de sonder le terrain, la colonne reste groupée, fidèle à une doctrine qui privilégie la masse blindée pour percer. Du côté américain, le sergent Malone et son équipage, 5 hommes entassés dans le M36 ouvert, transis par le froid, ne perdent pas de temps. Ils tirent une seconde salve, puis reculent de 200 mètres vers une position secondaire préparée. La mobilité est leur salut. Le châssis du M36, propulsé par un moteur Continental R975 de 400 chevaux, permet une vitesse de 48 km/h en terrain ouvert. Il se repositionne derrière une crête, invisible. Les Allemands, frustrés, appellent l'artillerie. Des obus de 105 mm tombent, mais trop tard. Les M36 ont déjà bougé. Cette tactique de shoot and scoot, tirer et déguerpir, apprise des tanks destroyers en Afrique du Nord, devient le tournant décisif. Plus au sud, près de Manhay, le 24 décembre, une autre unité allemande commet la même faute. La Kampfgruppe Piper, épuisée après des jours d'avance, pousse vers l'ouest avec ses derniers King Tiger. Joachim Piper, le colonel SS charismatique et impitoyable, ordonne une progression rapide malgré les rapports de pertes inexpliqués. Ces chars lourds, limités par leur consommation de 700 litres au 100 km, sont déjà à court de carburant. Mais Piper croit en la surprise et en la peur qu'inspirent ces Tigers. Erreur. À 3 milliards, un peloton de M36 du 772nd Tank Destroyer Battalion, positionné sur une hauteur près de la rivière Ourthe, les repère. Les Américains ont mesuré les distances à l'avance, utilisant des repères comme des arbres isolés ou des fermes en ruine. Le premier tir touche un King Tiger en plein moteur, à l'arrière, une zone faible avec seulement 80 mm de blindage, le char explose en une boule de feu, son carburant s'enflammant. Piper réagit avec fureur. Il ordonne une contre-attaque frontale, envoyant des Panthers pour flanquer. Mais les routes sont trop étroites, le terrain trop vallonné. Les M36, camouflés par la neige et les branches, tirent à nouveau. Un second Tiger II est touché au mantelet du canon, rendant l'arme inopérante. L'équipage abandonne le véhicule, fuyant à pied. C'est le début de la désintégration. Les rapports de Piper à son QG parlent de tirs fantômes venant de nulle part. Il ignore que les Américains utilisent des munitions HVAP, rares mais dévastatrices. Un noyau de tungstène qui perce 240 mm à 1000 yards. Ces obus, produits en urgence par les arsenaux de Picatinny, transforment le M36 en sniper blindé. Le tournant décisif se produit le 25 décembre près de Bastogne. La ville assiégée tient bon grâce au parachutage, mais les Allemands pressent. Des éléments de la 5e Panzerarmee, avec des Tiger II de la Schwere Panzerabteilung 501, attaquent les abords sud. Son commandant, un major expérimenté, commet l'erreur de sous-estimer les rapports alliés capturés. Des documents mentionnent vaguement un nouveau destroyer américain. Il les balaie d'un revers de main, convaincu que rien ne peut percer son frontal à plus de 2000 mètres. Grave faute. Lieutenant Charles Weaver, 24 ans, commande 2 M36 du 814th Tank Destroyer Battalion sur une crête près de Champs. Weaver, un ancien étudiant en ingénierie, a calculé les angles de tir avec précision. À 2700 yards, ses canons ouvrent le feu.
Le premier rebut frappe le King Tiger de tête juste sous l'anneau de tourelle. Pénétration partielle, mais suffisante pour jamais le mécanisme. Le char pivote, exposant son flanc. Le second tir perce net, allumant un incendie interne. Les munitions de 88 mm détonnent, déchiquetant l'intérieur. Les Allemands répliquent avec des Panthers, mais leurs obus tombent courts. Le canon de 75 mm l'étain 70 du Panther a une portée effective moindre en pente descendante. Weaver ordonne le repli immédiat. Ces M36 disparaissent derrière la colline avant que l'artillerie allemande ne s'ajuste. Cette embuscade coûte 3 chars lourds aux Allemands en moins de 5 minutes. Le moral craque, des équipages abandonnent leurs véhicules intacts, craignant les tirs invisibles. Cette erreur, avancer sans reconnaissance approfondie, compter sur le blindage plutôt que sur la prudence, se répète partout. À Marche-en-Famenne, le 30 décembre, un M36 du 772e engage un Tiger II à 2900 yards. 3 tirs. Le premier ricoche, le second endommage, le troisième perce le côté. Le char brûle pendant des heures, un phare pour les Américains. Les commandants allemands, comme Manteuffel, commencent à douter. Dans une réunion d'état-major, Manteuffel note « Nos lourds sont vulnérables à des distances impossibles. » Mais il est trop tard. Le carburant manque, l'aviation alliée attend le dégagement du ciel et les routes sont encombrées de carcasses. Humainement, ces moments révèlent des décisions cruciales. Malone, à Houghton, choisit de tirer malgré le risque d'être repéré. Weaver, près de Bastogne, opte pour la patience, attendant l'angle parfait. Côté allemand, Piper pousse malgré la fatigue, obsédé par les ordres d'Hitler. Ces choix transforment l'offensive en impasse. Les M36, fragiles mais mortels, exploitent chaque faille. Leur vulnérabilité, tourelle ouverte, blindage mince, force une discipline absolue. Un seul erreur et c'est la mort. Mais en cet hiver, ce sont les Allemands qui paient le prix de leur illusion. Le tournant est psychologique autant que tactique. Les équipages de Tiger II, autrefois agressifs, deviennent hésitants. Les avances ralentissent. Chaque crête semble menaçante. Les Américains, eux, gagnent en confiance. Un rapport du 703e note « Nos 90 mm changent tout. Les Tigers meurent avant de nous voir. » C'est ce basculement qui scelle l'échec allemand. Le 26 décembre 1944, le ciel des Ardennes commence à s'éclaircir. Les nuages bas qui avaient protégé l'avance allemande se dissipent enfin, laissant place à un soleil pâle et froid. Pour les Alliés, c'est le signal attendu. Les P-47 Thunderbolt et P-51 Mustang décollent en masse des aérodromes britanniques et français chargés de roquettes et de bombes. Leur cible, les colonnes allemandes figées sur les routes enneigées, vulnérables maintenant que l'aviation alliée reprend le dessus. Mais ce n'est pas seulement l'aviation qui bascule la bataille. Sur le terrain, les M36 Jackson, ces chasseurs de chars discrets, ont déjà semé le doute. Leur rôle dans la contre-attaque naissante est décisif. Ils ne se contentent plus de retarder, ils préparent le terrain pour une riposte massive. La bascule historique commence subtilement par des décisions prises dans le froid et l'urgence. Le général Patton, commandant la Third Army, ordonne une contre-offensive au sud pour soulager Bastogne. Ces unités, renforcées par des tanks destroyers comme le 814e, avancent avec prudence mais détermination. Les M36 ne mènent pas la charge, ce n'est pas leur rôle. Ils couvrent les flancs, positionnés sur des hauteurs pour balayer les approches allemandes à longue distance. Un commandant de peloton du 814e note dans son rapport « Nos 90 mm gardent les routes ouvertes. Sans eux, les Tigers nous auraient bloqués net. » C'est cette couverture qui permet aux Sherman et à l'infanterie de progresser sans être annihilés à distance. Près de Bastogne, le lieutenant Weaver, après son embuscade réussie du 25, reçoit de nouveaux ordres. Ces deux M36 sont repositionnés pour appuyer l'avance de la 4th Armored Division. Le terrain est idéal, vallées ouvertes, crêtes élevées. Weaver choisit une position à 2500 yards d'un carrefour clé où les Allemands tentent de consolider. Les King Tiger de la 501 Schwere Panzerabteilung, affaiblis par les pertes antérieures, défendent le point. Leur commandant, un Oberstleutnant, décide de tenir ferme, comptant sur le blindage pour absorber les assauts. Erreur persistante. Weaver ordonne le feu. Le premier obus HAVAP perce le frontal d'un Tiger II à 2200 yards, un angle légèrement favorable exploité avec précision. Le char s'inflamme, bloquant l'intersection.
Les Allemands répliquent avec des mortiers, mais les M36 sont déjà reculés, intacts. Cette tactique se généralise. Les Américains transforment la défensive en offensive en exploitant la peur instillée chez l'ennemi. Les équipages allemands, hantés par les tirs invisibles, hésitent à s'exposer. Des rapports interceptés parlent de fantômes américains qui frappent sans être vus. Manteuffel, commandant la 5e Panzerarmee, ajuste ses plans. Il ordonne plus de reconnaissance aérienne, mais la Luftwaffe est exsangue, avec à peine 300 appareils opérationnels contre des milliers d'alliés. Sur le terrain, les colonnes allemandes se dispersent, évitant les routes principales. Cela ralentit le ravitaillement déjà critique avec des réserves de carburant épuisées. Un King Tiger consomme 10 litres au kilomètre en tout terrain. Sans essence, il devient un bunker statique, vulnérable. Le 27 décembre, près de Houghton, le 703 Tank Destroyer Battalion passe à l'offensive. Le sergent Malone, promu sur le terrain pour son tir initial, commande maintenant une section de 3 M36. Ils appuient une contre-attaque de la 3rd Armored Division contre des positions allemandes retranchées. Les Allemands, avec des Panther et des Tiger II survivants, tentent une contre-charge locale. Malone les repère à 2800 yards, utilisant un observateur avancé pour corriger les tirs. Le premier rebut frappe un Panther en mouvement, perçant le côté et provoquant une explosion interne. Les Allemands stoppent net, cherchant la source. Malone tire à nouveau. Un Tiger II est touché au train de roulement, immobilisé. L'infanterie américaine avance alors, couverte par les 90 mm qui maintiennent la pression. En 1 heure, le carrefour est repris. Malone perd un homme à un éclat d'obus, mais la bascule est là. Les Américains dictent désormais le rythme. Humainement, ces moments reposent sur des choix audacieux. Patton, connu pour son agressivité, décide de risquer une avance malgré la neige et les mines. Ses subordonnés, comme le colonel Creighton Abrams, intègrent les M36 dans ses plans, les traitant comme des snipers mobiles. Côté allemand, Hitler refuse tout repli, ordonnant de tenir ou mourir. Cela condamne les unités blindées à des positions fixes où les M36 excellent. Piper, coincé près de Glaise, abandonne ses derniers Tigers le 24 décembre, fuyant à pied avec ses hommes. Ces King Tiger, autrefois terrifiants, gisent inutiles, certains détruits par des tirs à longue distance qu'il n'a jamais compris. La contre-attaque gagne en ampleur le 30 décembre. À Marche-en-Famenne, un M36 du 772e enregistre un tir record, 3 milliards sur un Tiger II statique. L'obus, un HVAP précieux, perce le mantelet et déclenche un incendie. Ce kill, confirmé par des observateurs, booste le moral américain. Les unités d'infanterie, autrefois terrifiées par les chars lourds, avancent avec assurance, sachant que les tank destroyers veillent. Les Allemands, eux, craquent. Des désertions augmentent. Des équipages abandonnent leurs véhicules pour éviter les tirs de nulle part. Manteuffel demande des renforts, mais Berlin n'en a plus. L'offensive, prévue pour durer 1 semaine, s'enlise dans sa 3e. Le nouvel an 1945 marque l'irréversible. Les Alliés lancent une contre-offensive générale, Montgomery au nord, Patton au sud, convergeant vers le saillant allemand. Les M36 jouent un rôle pivot dans cette pince. Près de Bastogne, ils couvrent l'avance, éliminant des poches de résistance blindées. Un peloton du 814e détruit 4 panthères en une matinée, à des distances variant de 1800 à 2500 yards. Les commandants allemands, comme ceux de la 2e Panzer Division, ordonnent un repli partiel, mais trop tard. Les routes sont minées de carcasses, plus de 80 King Tiger perdus dans les Ardennes, dont une vingtaine à des tirs longue distance attribués au M36. Stratégiquement, cette bascule réécrit les règles de la guerre blindée. Les Américains démontrent que la mobilité et la portée l'emportent sur le blindage brut. Le M36, avec son canon de 90 mm capable de percer 200 mm à 2 milliards avec HVAP, force les Allemands à repenser leur doctrine. Leurs lourds, conçus pour dominer les duels frontaux, deviennent des cibles faciles quand l'ennemi refuse le contact proche. Eisenhower, dans ses mémoires, note que les tank destroyers ont sauvé des milliers de vies en stoppant les pointes blindées. Sans eux, la percée allemande aurait pu atteindre la Meuse. Le 3 janvier, l'aviation alliée achève le travail. Des centaines de sorties pilonnent les colonnes en retraite. Les M36, maintenant en soutien offensif, harcèlent les fuyards. Près de Rochefort, un M36 engage un convoi à 2400 yards, détruisant 2 semi-chenillés et un Tiger II traînant.
Les Allemands laissent derrière eux du matériel intact, faute de carburant. Cette phase voit l'humain primer. Épuisement, gelure, décision hâtive. Un équipage de M36 dort à peine, exposé dans sa tourelle ouverte, mais persiste. Côté allemand, la résignation s'installe. Un journal de bord d'un Tiger II survivant décrit « Nous reculons, hantés par des canons que nous ne voyons pas ». Par mi-janvier, le saillant est réduit. Les pertes allemandes, 800 chars, 100 000 hommes. Les Américains perdent autant, mais récupèrent. Les M36, avec environ 200 unités déployées, comptent des dizaines de kills confirmés contre lourds allemands. Leur succès n'est pas dans les chiffres bruts, mais dans l'effet domino. Hésitation ennemie, technologie seule ne gagne pas, c'est l'adaptation humaine qui décide. La bataille des Ardennes s'achève officiellement le 25 janvier 1945, quand les dernières unités allemandes reculent derrière leur ligne de départ. Ce n'est pas une capitulation spectaculaire, mais une retraite lente, épuisée, marquée par des routes jonchées de carcasses de chars, de camions abandonnés et de soldats gelés. Les pertes allemandes sont écrasantes, environ 80 000 à 100 000 hommes tués, blessés ou capturés. Plus de 800 chars et véhicules blindés détruits ou abandonnés, dont une proportion significative de Panthers et de Tiger II. Les Alliés paient cher, près de 89 000 victimes américaines, des milliers de véhicules perdus, mais ils conservent l'initiative stratégique. L'Allemagne nazie, déjà saignée à blanc à l'est, ne lancera plus jamais d'offensive majeure à l'ouest. Les Ardennes marquent la fin de ses rêves d'inversion du cours de la guerre. Au cœur de cette défaite se trouve l'effondrement d'un mythe, celui de l'invincibilité du char lourd allemand. Les Tiger II, conçus pour dominer le champ de bataille par leur blindage et leur puissance de feu, ont été neutralisés non pas des assauts frontaux massifs, mais par une arme discrète, fragile et radicalement différente, le M36 Jackson. Les chiffres exacts des destructions attribuées au M36 varient selon les sources, les rapports américains de l'époque sont souvent prudents, les Allemands confus, mais les estimations crédibles parlent de 40 à 60 Tiger II et Panther lourds mis hors de combat par des tirs longue distance du 90 mm M3 entre le 23 décembre et mi-janvier. Ce n'est pas un nombre astronomique dans l'absolu, mais son impact est disproportionné. Chaque King Tiger détruit à 2500-3000 yards force les Allemands à ralentir, à disperser, à douter. Le temps perdu devient fatal quand le carburant manque et que l'aviation alliée reprend le ciel. Les conséquences immédiates sont visibles sur le moral. Côté allemand, les équipages de chars lourds perdent leur agressivité légendaire. Des journaux de bord capturés décrivent qu'une paralysie, les commandants hésitent à s'engager sur terrain découvert, exigent des écrans d'infanterie renforcés, demandent des reconnaissances constantes. Un officier de la Schwere Panzerabteilung 506 écrit « Nous ne savons plus où commence la zone de sécurité ». Cette peur diffuse se propage aux unités de soutien, les colonnes logistiques, déjà étirées, deviennent encore plus vulnérables. Les Allemands abandonnent des Tiger II intacts faute de carburant ou par crainte d'être pris sous le feu avant même d'atteindre les lignes alliées. Hitler, furieux, accuse ses généraux de lâcheté, mais la réalité est plus prosaïque. La technologie qu'il avait glorifiée, le char lourd, s'est révélée inadaptée à une guerre de mouvement contre un adversaire qui refuse le duel classique. Côté américain, l'effet est inverse et profond. Les tank destroyers, souvent méprisés par les tankers de la branche blindée, trop fragiles, pas assez agressifs, gagnent un respect nouveau. Les rapports post-bataille du 703rd, 814th et 772nd Tank Destroyer Battalions soulignent une confiance restaurée chez l'infanterie et les unités mécanisées. Un soldat de la 101 Airborne à Bastogne témoigne « On entendait les gros canons au loin et on savait que c'était les nôtres qui tuaient les Tigers avant qu'ils nous atteignent. Ça changeait tout. » Les M36 ne deviennent pas des héros médiatiques. Leur rôle reste discret et technique, mais dans les rangs, ils incarnent une leçon. La portée et la surprise l'emportent sur le blindage brut. Les Sherman, toujours vulnérables, peuvent désormais avancer avec une couverture fiable. Les pertes diminuent dans les engagements blindés subséquents. Quand les Alliés entrent en Allemagne au printemps 1945, les M36 continuent leur travail. Flanc-garde, embuscade sur les plaines ouvertes, élimination de poches de résistance. La leçon militaire la plus durable est tactique et doctrinale. Les Ardennes prouvent que la guerre blindée n'est plus une affaire de duels frontaux à courte portée.
La doctrine allemande, concentration massive, percée brutale, supériorité locale par le blindage, se heurte à une approche américaine plus souple, mobilité, feu à longue distance, combinaison d'armes. Le M36 incarne cette philosophie. Son châssis léger permet le repositionnement rapide, son canon de 90 mm offre une portée et une pénétration supérieures à celle du 76 mm standard. Sa tourelle ouverte force une discipline extrême, mais récompense la précision et la patience. Les Américains démontrent que le char n'est pas invincible quand l'ennemi peut choisir le moment et la distance du combat. Cette leçon influence directement l'après-guerre. Les États-Unis abandonnent progressivement la branche tank destroyer distincte après 1945. Les M36 sont retirés du service actif dès 1946-1947, remplacés par des chars lourds comme la Pershing et surtout le M26, puis le M46 et M47 Patton. Mais le principe survit. Les chars modernes intègrent des canons à très longue portée, des systèmes de visée avancés, une emphase sur la première vue et le premier tir. Les Israéliens, dans les guerres de 1967 et 1973, appliquent la même logique, des Centurions et des M48 tirant à 2500-3000 mètres contre les T-55 et T-62 égyptiens et syriens. Les Russes, eux, persistent plus longtemps avec des chars lourds, T-10, IS-3, mais finissent par adopter des conceptions plus équilibrées. Sur le plan humain, les conséquences sont plus intimes. Les équipages de M36, souvent des jeunes de 19-24 ans, transis dans leurs tourelles ouvertes, exposés au froid, aux éclats, aux tirs de riposte, portent des cicatrices invisibles. Beaucoup souffrent de gelures, d'épuisement, de stress post-traumatique non diagnostiqué à l'époque. Pourtant, ils savent avoir fait la différence. Le sergent Malone, après la guerre, refuse les interviews. « On a juste fait notre boulot. Les gars qui sont morts dans les Sherman, eux, méritent qu'on parle d'eux. » Le lieutenant Weaver, décoré de la Silver Star, reste discret sur ses tirs à longue distance. Ces hommes n'ont pas cherché la gloire, ils ont cherché à survivre et à protéger les leurs. Les Allemands, de leur côté, portent une amertume différente. Les vétérans des cheveux Abteilungen parlent parfois d'un sentiment d'impuissance face à un ennemi qu'ils ne voyaient pas. Un ancien commandant de Tiger II confie en 1955 « Nous étions préparés à mourir en combattant, pas à mourir sans combattre ». Cette humiliation psychologique accélère la désintégration du moral nazi dans les derniers mois de la guerre. Aujourd'hui, la leçon des Ardennes reste pertinente. Dans un monde où les drones, les missiles anti-chars guidés et les systèmes de détection avancés dominent, l'idée d'un char invincible par son blindage seul semble naïve. La vraie supériorité vient de l'information, de la portée, de la mobilité et surtout de la décision humaine, savoir quand tirer, quand se cacher, quand reculer. Le M36 Jackson, avec sa silhouette frêle et son canon disproportionné, incarne cette vérité éternelle. Il n'a pas gagné la bataille à lui seul, mais il a brisé un mythe, gagné du temps, sauvé des vies et contribué à sceller le sort du Troisième Reich. Dans les forêts enneigées des Ardennes, un mince véhicule américain sans toit ni gloire a prouvé que la distance n'est plus une protection, mais une arme, et que parfois, le tueur le plus efficace est celui que l'ennemi ne voit jamais venir.